Tempête sur l'immobilier. Waouh, il est encore un peu tôt pour confirmer une baisse du marché immobilier français, impacté par une crise économique dont la profondeur et la durée restent encore assez incertains. Néanmoins, certains articles économiques semblent confirmer une baisse des prix de l'immobilier résidentiel en France. Ce qui est incertain, c'est quelle sera cette baisse ? Moins 5%, moins 10%, moins 20%. Et cette incertitude est un problème. Parce que le comportement de quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'investissement locatif, dans l'immobilier, c'est de se dire, mais attends, si mon objectif à moi c'est d'acheter bas et de revendre fort, est-ce que je peux vraiment me lancer actuellement ? C'est plutôt du bon sens a priori. Je dis bien a priori, parce que l'approche est trop simpliste. Pourquoi ? Parce que, l'immobilier et l'investissement immobilier, ce n'est pas uniquement un jeu de présenter les prix de sortie. Elle ne présuppose pas que l'on a la capacité de pouvoir prévoir quels seront les points bas pour pouvoir rentrer dans le marché et savoir aussi les points hauts pour pouvoir en sortir. Et enfin, cela démontre, je pense, cette approche de savoir à quel prix je vais pouvoir rentrer dans l'immobilier, une certaine connaissance de ce qu'est vraiment finalement la valeur économique d'un investissement immobilier locatif. Donc du coup, si en novembre 2020, vous avez encore la capacité de pouvoir emprunter pour un investissement locatif, a fortiori avec un enjeu de défiscalisation, et que cette crise économique vous a un peu refroidi, cette vidéo est faite pour vous, car je vais vous démontrer, avec des calculs et des graphiques à l'appui, que cela reste quand même intéressant de bien investir dans l'immobilier locatif à ce jour, même si on était éventuellement au plus mauvais moment, c'est-à-dire juste avant une baisse des prix. En guise de préambule, il y a déjà deux raisons qui, je pense, devraient vous donner encore le courage de passer à l'action et d'investir. Conseil numéro 1, les réductions de la loi Pinel vont se réduire. Déjà, il est clair que les conditions de la Pinel vont devenir de moins en moins intéressantes parce que c'est la loi et c'est finalement l'histoire de ce qui s'est passé depuis à peu près 20 ans en France. On a eu la loi Paul, la loi de Messine, et la loi Sellier, maintenant la loi Pinel. Et si vous regardez l'historique de ces avantages fiscaux, ils vont toujours en décroissant. Donc, pour vous donner des exemples très concrets, sur un bien, disons, de 200 000 euros, avec un engagement de location de 9 ans, tel qu'il est prévu dans la loi Pinel, vous disposez de 18% de pression d'impôt, c'est-à-dire 36 000 euros. Si ce taux devait tomber de 18 à 12% dans le futur, disons à partir de 2022 ou 2023, la réduction d'impôt ne sera plus de 36 000 euros, mais de 24 000 euros. D'accord ? Donc vous voyez, vous perdriez là 12 000 euros sur votre investissement que vous avez quelque part pris le temps de patienter. Et est-ce que ces 12 000 euros ne sont pas finalement une partie de la baisse de la valeur que vous pourriez attendre ? Donc en fait, attendre pour pouvoir payer moins cher mais avoir moins de notion d'impôt, ça ne vous donne pas vraiment une raison d'attendre. Si vous voulez investir sur un marché n'importe lequel, il faut le faire en connaissance de cause, des règles de ce marché-là. Par exemple, sur le marché des actions, y aller, ça veut dire de façon implicite que vous devez accepter que peut-être vous gagnerez 55% sur une année, et peut-être aussi que vous allez perdre 70% sur 6 mois. Dans l'immobilier, l'histoire nous enseigne qu'on a déjà eu des cycles baissiers et haussiers. Donc il faut l'accepter. La particularité de ces cycles-là, c'est qu'ils sont beaucoup plus longs dans l'exécution et en général beaucoup moins brutaux qu'à la bourse. Parce qu'il y a la nature intrinsèque des transactions immobilières est relativement lente. Donc, comme tout investissement, plutôt que d'essayer de vous prémunir ou d'essayer d'identifier quels seront les mouvements à la hausse ou à la baisse d'un marché immobilier que peu de personnes sont capables de pouvoir faire, le mieux c'est d'avoir une stratégie d'investissement qui vous permet de pouvoir travailler sur 3 points. La stratégie d'entrée dans l'investissement, la stratégie de gestion, c'est-à-dire comment allez-vous gérer l'investissement pendant sa durée de détention, et troisièmement, la stratégie de sortie. Entrée, gestion et sortie. Parlons de stratégie d'entrée dans l'investissement locatif immobilier. La meilleure approche possible consiste à étaler votre entrée sur le marché immobilier dans le temps, en achetant plusieurs appartements sur plusieurs années, de façon à ce que vous moyennez finalement votre coût d'entrée. Un autre point d'attention, évidemment, c'est de faire attention à ne jamais suracheter par rapport au niveau du marché. Voilà pourquoi, si par exemple vous vous intéressez à un investissement dans le neuf, il convient de mesurer en mètres carrés la surcote que vous allez devoir payer entre votre prix dans le neuf et le prix du même appartement équivalent dans l'ancien. Cette surcote, je vous estime, je dirais, à ce qu'elle ne soit pas supérieure à 1,3, veut dire que quand vous allez revendre le bien, le marché immobilier ancien, lui, aura bougé, mais quand vous allez le revendre, vous allez vous retrouver avec votre prix qui va être happé par le poids du marché de l'ancien. Donc l'idée, c'est de ne pas suracheter pour que si le marché de l'ancien ne croissait pas trop dans le futur,
vous pourriez vous au moins récupérer à peu près les billes que vous avez mises au début. D'accord? Parlons maintenant de la stratégie numéro 2 qui est celle de la gestion pendant la durée de détention. Ce qui compte, c'est non pas vraiment le prix d'achat, mais c'est la prévisibilité de votre demande locative pendant la durée de détention et votre capacité à attirer des meilleurs locataires. Gardez bien ça en tête. C'est pas tant le fait d'acheter l'appartement moins 10% moins cher que le marché qui va vraiment prévaloir. C'est votre capacité à savoir que vous allez attirer votre cible de locataire de la manière la plus forte possible pour que votre appartement soit loué 100% pendant les 9 ou 10 années de détention, que vous ayez zéro défaut de paiement. Et finalement, c'est ça qui va jouer énormément sur la rentabilité de votre bien pendant la durée de détention. Passons maintenant à la troisième stratégie, la troisième partie plutôt, qui est la stratégie de sortie. Car finalement, c'est dès que vous allez faire de l'achat de bâtiment locatif qu'il faut vous demander comment vous allez le revendre. Si par exemple vous prenez un appartement qui est grevé d'un bail commercial, dans une résidence à la montagne, ou dans une résidence de service par exemple, en ville, ou dans un EHPAD, vous vous rendrez bien compte que le marché adressable des potentiels acquéreurs de votre appartement que vous voudrez revendre ne sera pas aussi large que si vous preniez un bâtiment classique sans aucune servitude qui est situé dans un centre-ville, dans un bassin d'emploi économique dynamique. Vous voyez bien la différence. Il faut penser aussi à qui vous allez pouvoir le vendre et dans quelles conditions pour que vous puissiez effectivement avoir une stratégie par rapport à ça, dans votre choix d'investissement. Là, j'ai parlé de revente, mais qui a dit que la stratégie de sortie voulait dire absolument revendre le bien. Et si vous faisiez un achat d'un bien qui vous permet effectivement de défiscaliser pendant les premières 9 années, mais vous achetez le bien en pensant déjà à sa demande locative après les 9 ans, vous êtes de l'obligation de le louer en nu, peut-être éventuellement le convertir en meublé pour une location saisonnière par exemple. Et dans ce cas-là, vous allez penser à une localisation, une ville dans laquelle aujourd'hui par exemple les locations meublées de type Airbnb ou autres sont déjà très bonnes, de manière à ce que vous choisissiez un appartement qui va rester avec vous pendant 20, 30 ou 40 ans. Et auquel cas, ce n'est pas tant vraiment la valeur d'achat qui va compter que la capacité de pouvoir faire en sorte que ce bien qui sera un bien demandé pour la location nue va être aussi un bien demandé pour une location en meublé. Et si vous avez cette stratégie de penser à votre investissement de cette manière-là, vous voyez que l'importance du prix d'achat n'est pas si dramatique finalement. Mais passons à un cas pratique, je vous l'ai promis, on va le faire tout de suite. Passons donc dans l'hypothèse que vous avez une stratégie d'acheter, de garder pendant 9 ans et de revendre la 10e année le bien pour pouvoir effectivement sortir. Que se passerait-il si entre 2020, le jour où vous décidez, et 2021, le marché commence vraiment à s'effondrer? Regardons avec les chiffres tout de suite. Alors on va prendre une étude de cas pratique et je vais faire référence à une vidéo. On a déjà parlé des 3 attraits majeurs de l'investissement locatif immobilier. Et là, le cas que je vais prendre, je vais m'en inspirer parce que je connais la personne, c'est celui d'une amie qui s'appelle Juliette. Juliette est célibataire, un peu plus de 40 ans. Elle a acheté un T3 dans un quartier légèrement centré de Marseille, vers Mazargues. Donc ceux qui connaissent la course Marseille-Cassis connaissent ce quartier-là. C'est un appartement qui sera livrable en 2021 dans le cadre de la loi Pinel. Pour ce qui est de Juliette, elle est directrice des ressources humaines dans une entreprise de taille moyenne. Elle est séparée, elle a un enfant étudiant, ce qui veut dire donc que alors qu'elle est déjà automatisée d'une imposition de 41%, la situation va augmenter encore parce qu'elle n'aura pas le bénéfice de la part fiscale complémentaire que son fils lui permet d'avoir. Donc, elle en a eu marre parce qu'elle a elle aussi dû payer, je dirais, un peu les conséquences de la mise en exécution du prélèvement à la source, avec des rattrapages de paiement importants sur septembre, octobre, novembre et décembre 2020. Donc, ceci, plus, je dirais, l'aide d'un ami qui a essayé de la motiver à prévoir son avenir, lui a donné envie de se lancer dans l'immobilier. Et si elle avait été mal conseillée, si elle avait été trop vite, et si malheureusement l'immobilier devait se retourner, qu'en serait-il de son investissement? C'est un cas pratique. Je vous présente Juliette, directrice des ressources humaines près de Marseille, célibataire avec un enfant, qui n'a aucune expérience dans l'immobilier en termes d'investisseuse, et qui en fait une situation où, si on prend ici, je vais changer un petit peu la donne, en baissant un peu son revenu annuel et en imaginant qu'elle est plutôt aussi autour de 30% de taux marginal d'imposition, actuellement, elle paye un petit peu plus en fait que 7 000 euros par an, parce qu'elle paye à 15 000 euros à 11% et elle paye entre 25 et 60 000 euros à 30%. Donc elle paye à peu près un peu plus de 7 000 euros par an et elle se dit voilà, il y en a marre de payer autant. Donc sa stratégie, c'est quoi? C'est d'aller acheter un appartement
On va voir qu'ici, elle s'intéresse à un Pinel à 230 000 euros à peu près. Et vous voyez assez facilement, on peut trouver des biens, des T3, 60 mètres carrés, T3, 62 mètres carrés, 226 000, 207 000 euros avant négociation. On c'est tenable d'avoir ça. Et elle se dit, voilà, avec 230 000 euros, je vais être capable de pouvoir ici avoir une économie de 18% si je le garde 9 ans. Ce qui veut dire que j'ai une économie d'impôt de 4 600 euros. Donc c'est son plat A pour pouvoir baisser ses impôts. Et se dire, voilà, plutôt que payer ces 7 à 8 000 euros d'impôts par an, si j'en mettais une partie remboursée par mon assistant Pinel, et puis elle est intéressée par une autre vidéo qu'elle a pu voir récemment autour du plan épargne en retraite, qui va lui permettre donc, en mettant à peu près 500 euros par mois pendant chaque année, donc là sur une année, à 31% ou 30% de tranche d'imposition, donc elle va être capable de pouvoir ici économiser 1 800 euros. Donc vous voyez, sur les 7 à 8 000 euros d'impôts, elle pense pouvoir se nettoyer quasiment son imposition en faisant ça. La première chose à regarder, pour être vraiment très précis, c'est regarder quel est le coût de la surcote. C'est le premier élément super important que je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est que vous regardez ici en allant simplement sur meilleurargent.com ou FR et en regardant quel est actuellement le niveau du mètre carré sur Marseille. On voit qu'on a 2 900 euros le mètre carré. Donc, j'ai pris une circonstance relativement pessimiste selon laquelle l'appartement équivalent à un appartement neuf dans l'ancien serait à 3 000 euros mètre carré. Vous voyez que je suis relativement négatif et pessimiste, mais admettons. Ça veut dire que cet appartement-là, à 130 000 euros pour 65 mètres carrés, il y a bien une surcote ici de 118%, parce que c'est 3 538 euros le mètre carré qu'elle va payer, rapporté à 3 000 euros qu'elle aurait pu avoir ici. Alors, il y a le parking qui est à l'intérieur que je devrais défalquer, mais peu importe, gardons un prix global pour des choses comparables. Donc, à 118%, donc 1,18 de surcote, c'est acceptable. Juliette, tu peux y aller si l'appartement est bien situé, et surtout que tu sais que tu vas pouvoir être capable d'avoir des locataires qui vont, entre guillemets, se battre pour ton appartement. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en 2020, tu t'es lancé, tu es allé un peu vite, et puis il y a cette récession économique qui est là, et tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se passer si cet appartement-là devait perdre de la valeur? On va faire deux scénarios. Un scénario optimiste, où ton bien ne va pas prendre de valeur sur 10 ans. Pourquoi? Parce que finalement, ton bien aujourd'hui, il vaut 195 000 euros. Bon, en l'occurrence, j'ai mis 190 000. Je vais ici mettre 195 000. Et on va considérer qu'il va prendre que 1% par an pendant 10 ans. Ça veut dire qu'à la sortie, ton bien, en équivalent ancien, vaudra 215 401 euros et que tu as payé de 230 000. Donc on est en train de dire, ma chère Juliette, tu vas peut-être m'en vouloir, mais quand tu vas vendre ton appartement, si le marché immobilier ne fait pas mieux que 1% de valorisation par an, tu vas le vendre à perte. Et si jamais il devait avoir une baisse forte qu'on a ici simulée, on perdrait ici 20 points entre 2021, 2022, 2023, avec les baisses annuelles réciproques respectives de 7%, 10% et 5%. Donc on est bien à moins 20% à bout de 2023. Et puis avec un rattrapage ici rythmé à 2%, le bien de Juliette vaudrait uniquement 178 000 euros au bout de 10 ans. Okay, donc 9 ans de détention et la 10e année en revente. Donc on voit bien ici que dans les deux cas, le scénario optimiste ou le scénario, on va dire, réaliste, avec ici une récession économique qui nous ferait mal, dans les deux cas, on perd de la valeur. Que va-t-il se passer pour elle? Suspense, regardons le cas pratique. Première chose, il faut d'abord qu'elle finance et qu'elle monte le financement du bien. Ici, la recommandation à faire, c'est de financer le maximum d'éléments avec l'argent de votre banquier et pas avec le vôtre. Je dirais, le point d'équilibre à faire aujourd'hui, c'est de considérer que vous allez financer vous-même les frais de notaire. Okay, donc je vais considérer ici que ce qu'elle va ici financer, c'est 237 800 euros, c'est-à-dire le frais d'hypothèque, mais en l'occurrence c'est crédit logement, les frais de dossier bancaire et les frais d'aménagement de l'appartement pour que l'appartement soit entre guillemets clé en main pour les locataires. Donc il va falloir qu'elle aménage un peu la cuisine et les placards. Aujourd'hui, avec un calcul que vous pouvez faire sur Internet ou ici que j'ai fait dans la formule Excel, je vais essayer d'emprunter avec la plus longue durée possible. Ici, je vais aller sur 20 ans et j'ai pris 1,20% sur 20 ans, ce qui est relativement correct comme je dirais comme taux, assurance comprise. Ça fait une mensualité de 1 115 euros et que j'ai répertorié ici, dans ce tableau-là. D'accord? Donc ça veut dire que là, elle s'engage pour payer 1 115 euros par an pendant 20 ans, c'est la durée d'emprunt, mais son opération, elle compte le faire sur 10 années.
Donc maintenant, une fois qu'on a vu tout ceci, qu'est-ce que ça veut dire d'abord en termes de rentabilité brute? Ben, c'est très simple. Elle va prendre un loyer, et vous voyez ici le loyer que nous allons prendre, c'est non pas le loyer moyen qui existe à Marseille. Comme on est dans le Pinel, on est plafonné avec ici 12,95 euros par mètre carré. Donc plutôt que de prendre 13,8 euros par mètre carré pour évaluer le bien, je vais ici faire une estimation en partant du principe que je vais louer à 12,95 euros au taquet, donc 65 mètres carrés, plus 70 euros pour le parking, d'accord, qui est relativement conservateur. À Marseille, on est plutôt autour de 80 et 100 euros la place de parking. Donc ça veut dire qu'ici, vous voyez, j'ai 912 euros par mois que je vais encaisser pour un appartement T3 situé à Mazargues, à Marseille. C'est pas mal. On peut faire mieux, très sincèrement. Je pense qu'on peut à 950, à 1000 euros. Mais on va dire que là, on est vraiment dans un cas où on est un petit peu bloqué par la loi Pinel. Très bien. Je pense qu'on pourrait augmenter un peu les 30 euros minimum sur le parking. Pour cette taxe foncière, faites-moi à peu près confiance que sur Marseille, on parle de 1200 euros à peu près en moyenne par an. Donc rapporté ici au mois, c'est 100 euros. Sur la propriété, en général, on prend 2,5 euros par mètre carré. Donc multiplié par le mètre carré que vous avez, ça me fait ici à peu près 2000 euros de charges de propriété par an, sachant que, évidemment, une partie aura été refacturée dans le loyer qui est ici. Intérêt de l'emprunt, bah là c'est très simple, hein. Je vais aller prendre des intérêts de l'emprunt qui apparaissent sur mon tableau derrière. Donc ça va changer par an, on va essayer de faire simple et ne pas faire quelque chose de trop compliqué. Vous voyez que les intérêts ici passent de 136 euros à 225 euros, à 214 euros, à 203 euros les premières années. Donc on va partir du principe qu'on va payer à peu près 200 euros d'intérêt par an. Ça me semble pas mal, même si c'est probablement un petit peu moins. Et le premier calcul qu'on va essayer de faire ici, qui est très important, c'est calculer le revenu foncier pour calculer l'imposition. D'accord ? Donc là, j'ai 422 euros de revenus fonciers imposables par mois, 5 059 à l'année. Et pour la première demi-année, parce que comme c'est un bien qu'on va acheter en 2020, mais livrable au 1er juin ou juillet 2021, je vais avoir un revenu qui ne va pas être tout à fait linéaire, parce que je vais louer sur une demi-année. Et je vais calculer ici l'imposition complémentaire que ça va me coûter, c'est-à-dire 30% au taux marginal d'imposition plus 17%. Donc mine de rien, ici, mes 5 059 euros de revenus fonciers annuels, en rythme annuel, vont me coûter 2 400 euros d'impôts en plus. Mauvaise nouvelle pour Juliette, qui doit se dire, mais attends Jean-Pierre, je t'ai demandé de baisser mes impôts, tu me les augmentes. Oui, mais nous allons pouvoir ici avoir un calcul très circonstancié qui va nous permettre de pouvoir en fait amortir un petit peu plus. Parce que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle peut amortir dans son coût d'acquisition les 230 000 euros, plus les frais de notaire et les éventuels aménagements de démarrage qui rentrent dans la base de calcul de la réduction Pinel. Donc en fait, elle a 4 768 euros qui, vous le voyez finalement, ça va, une partie de ces 4 800 euros d'avantage fiscal finalement viennent gommer l'impôt complémentaire relatif à son revenu foncier imposable. Mais les 4 600 euros de réduction d'impôt qu'elle voyait globalement, finalement, une partie est mangée par son revenu foncier. Et puis on retrouve ici le deuxième calcul qui m'intéresse, c'est-à-dire depuis le revenu foncier, je vais faire en sorte de prendre en compte, je dirais, mon coût d'impôt et mon allègement d'impôt, et puis je vais ici regarder ce que j'ai remboursé en capital. Et donc le cash flow, le véritable impact de l'appartement sur ses finances par mois, ça va être à peu près 267 euros par mois d'efforts qu'elle va devoir faire de sa poche tous les mois pour pouvoir remettre à zéro le compte bancaire séparé qu'elle aura créé pour cet investissement-là. Et je vous recommande de le faire. Pour que vous puissiez suivre votre investissement, le plus simple, demandez à ce que votre prêt soit, je dirais, amorti sur un compte courant distinct et mettez l'entièreté de vos revenus et dépenses afférents à cet investissement-là sur ce compte bancaire séparé. De façon à ce que, tout simplement, tous les mois, vous allez faire un virement depuis votre compte quotidien. Vous avez vos revenus et vos dépenses du quotidien. Et je vous propose de faire un virement automatique, ici par exemple de 300 euros par mois, débit de votre compte quotidien vers le compte d'investissement. Pour que vous puissiez finalement voir la réalité de votre investissement sur un compte séparé où vous aurez le solde qui apparaîtra tous les mois. D'accord. Donc versez-y 4 600 euros pour commencer. Et puis après, vous aurez vos encaissements qui vont tomber, mensualiser votre taxe foncière, vous payez votre charge de copropriété tous les trimestres, votre emprunt tombera tous les mois, et vous aurez ainsi la réalité de ce qui se passe sur ce compte indépendant d'investissement. On voit d'ailleurs, vous voyez que s'il n'y avait pas l'impact de l'imposition, c'est 500 euros par mois qu'elle va mettre. Donc on voit bien ici que l'imposition vient quelque part presque prendre la moitié de votre effort de décaissement mensuel.
Donc on a pas mal avancé. L'idée maintenant, c'est de se dire, est-ce que l'investissement vaut le coup pour elle? D'accord? Et là, vous voyez, l'investissement va s'évaluer indépendamment du prix d'achat, qui va venir uniquement changer mes flux futurs de trésorerie à la fin de l'investissement. C'est-à-dire qu'ici, on va se retrouver ici avec une première année où on va sortir les 4 600 euros, qui sont mes frais de notaire, c'est 2020. En 2021, je vais avoir que 6 mois où ça va commencer vraiment l'activité avec un cash flow positif parce que je vais avoir un avantage fiscal de 100%, quand bien même, en fait, j'ai une activité qui est sur la moitié de l'année. D'accord? Donc j'ai un cash flow positif 2021 de 463 euros. Donc quelque part, j'ai 463 euros de solde positif sur son compte bancaire à la fin de l'année 1, après avoir mis par contre effectivement un peu de sous dessus, de côté, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis ensuite, je vais avoir 3209 euros à sortir tous les mois pour remettre dans ce compte bancaire-là. Alors ici, je n'ai pas réévalué le loyer de la même manière que je n'ai pas réévalué les charges, comme taxe foncière et charges de copro. Vous voyez bien qu'en ne faisant pas ça, finalement, presque, je prends une situation négative parce que le revenu étant de 912 euros et les charges étant inférieures, le montant de l'emprunt lui ne bougeant pas, en fait, vous réduisez votre impact de cash flow négatif parce que vos revenus sont plus importants que les charges. D'accord? Donc vous avez un effet ciseau qui est positif en l'occurrence. Mais faisons encore une fois une vue pessimiste et partons sur le fait qu'on a tous les ans 3200 euros ou 267 euros à remettre sur ce compte bancaire-là. Que se passe-t-il après les 9 années de détention, de 1 à 9? On va considérer ici que donc, il y a deux choses qui vont se passer. Elle va le revendre à un prix de vente. Le prix de vente, on l'a déjà calculé au-dessus, souvenez-vous, il est là, 178 109 euros. Et puis, elle va devoir rembourser son banquier pour le restant du capital dû emprunté à la banque. C'est ce qu'on a dans le calcul qui est ici. Donc, fin 2030, elle aura remboursé 105 000 euros. Donc, des 237 000 euros empruntés moins 105 000 euros, elle aura effectivement un restant dû de 132 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va encaisser, l'année 10, en 2030, elle va encaisser 46 000 euros. Le nerf de la guerre, c'est vraiment ce qu'on appelle le taux de rendement interne. C'est une formule un peu barbare, qui consiste à prendre vos flux et à demander à l'ordinateur de vous dire quel est le rendement de votre investissement. Sachant que si je récapitule, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'elle a mis 4 600 euros de sa poche, elle a mis à peu près 250 euros de sa poche tous les ans vers le compte bancaire. D'accord? Elle a donc quelque part une épargne forcée de temps. Elle a récupéré 46 000 euros si le marché s'est effondré de 20% pour après remonter de 2%, ou 83 000 euros si jamais le marché, par contre, lui, a continué de monter. Ça veut dire aujourd'hui qu'elle a un taux de rendement de 8,1% ou de 18,7% si le marché, entre guillemets, marche bien. D'accord? Donc même dans un cas aujourd'hui où le marché immobilier serait négatif et perdrait 20% sur 3 années, l'investissement est rentable, 8,1%. Et si jamais, entre guillemets, elle avait de la chance que le marché ne se baisse pas autant, elle aurait évidemment un investissement encore plus rentable. Donc ce qui me semble très intéressant de voir, c'est le récapitulatif qui est juste ici. Parce qu'en fait, elle va perdre effectivement 52 000 euros entre le prix de revente et le prix d'achat. C'est énorme. Mais regardez le net de l'impact de fiscalité. Elle va effectivement encaisser un boni de 20 000 euros net de l'impôt sur le revenu. Elle aura effectivement sorti de sa poche une somme assez importante, 51 000 euros, mais rapportée encore une fois sur 10 ans. D'accord? Et ça, c'est hors impôt. Donc la somme des deux, effectivement, elle aura 30 000 euros de sa poche qu'elle aura sorti. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le capital qu'elle aura effectivement mis de côté, ce n'est pas 267 euros multiplié par 10 ans et donc par 12 mois. Elle aura effectivement mis de côté une grande partie du loyer qu'elle aura perçu. Elle aura perçu en fait 109 000 euros en total. Vous voyez la formule qui apparaît ici. Et ces 109 000 euros, en fait, c'est ça qui va venir rembourser son capital. Vous voyez, une grande partie du capital, en fait, remboursé ici, vient des loyers. Et l'effort de sa poche, quelque part, vient payer les cash flows complémentaires négatifs et est amorti par la fiscalité. Donc c'est très intéressant de vous rendre compte que même quand vous êtes dans une situation où le bien se déprécie fortement, et là je pense que 52 000 euros de perte, c'est une simulation qui, entre guillemets, est solide. On ne peut pas dire que j'ai pris un cas fantaisiste ou trop optimiste. On voit bien quand même qu'on est capable de gagner de l'argent et d'avoir un investissement qui est bien, à la condition sine qua non que vous avez des locataires qui se battent pour avoir le bien,
qui se sentent bien dans l'appartement. Le fait de prendre un T3, on a de l'espace, 65 mètres carrés, et que vous n'avez effectivement pas de problème de paiement ou d'encaissement de ce revenu-là. Ce qui est très possible quand vous avez un bien qui est, vous l'avez vu ici, proposé en dessous des 13,8 euros de le prix de location moyen du marché. Et ça nous permet ici de regarder la situation plus globale, de prendre un peu plus de perspective et de nous rendre compte finalement que d'un point de vue de l'équilibre financier entre la valeur d'achat qui font ici et le remboursement du capital, vous voyez quelque part qu'il faut être patient parce qu'après de 2027, si tant est qu'elle devait revendre trop tôt le bien, mais on lui décourage de le faire parce que si vous le revendez avant les 9 ans, le fisc peut récupérer l'avantage fiscal que vous a consenti, donc ce n'est pas une bonne idée. Mais vous voyez qu'elle va commencer à être bien parce qu'elle va avoir ce qu'on appelle un equity, la différence entre le prix de revente et le capital restant dû, qui commence à prendre de la valeur. Et on voit qu'entre le cash flow hors impôt et l'imposition nette des 30% qu'elle paye actuellement et de l'avantage Pinel, vous voyez qu'une bonne partie de l'effort de cash flow est couvert par la réduction d'impôt. Donc, finalement, la décision pour Juliette d'investir en 2020 pour un bien livré en 2021 pour lequel elle va effectivement s'assurer de la qualité locative de ce bien-là, de la manière dont il est achalandé, de la manière dont l'emplacement est dans la résidence, l'emplacement de la résidence en tant que telle, dans une ville dans laquelle il faut qu'il y ait une dynamique économique qu'elle a validée. Si elle fait ce travail-là, quand bien même le marché s'effondrerait, on est ici sur une situation qui reste très intéressante. Pour rappel, donc, nous avons bien 4 axes générateurs de valeur économique d'investissement immobilier locatif. Avec notamment, pensez bien, le plus important, ce n'est pas l'appréciation de la valeur de votre bien, qui arrive au numéro 2 quand tout va bien, c'est la captation du prêt, votre capacité à pouvoir encaisser ces revenus qui vont vous permettre de pouvoir rembourser le maximum de prêts et obtenir donc ce gain de equity qui est la différence entre la valeur de revente et le net restant à payer à votre banque. Le cash flow mensuel est important aussi, on l'a vu, les avantages fiscaux sont aussi très importants. Et pensez bien donc non seulement à penser à votre stratégie d'acquisition, de gestion pendant la durée de vie et de sortie de votre investissement, que vous ayez une vraie histoire, que ça fasse sens ce que vous allez faire, que vous testiez ces 3 axes de stratégie. Et pensez bien à quelle va être la performance de votre investissement locatif avec ces 4 axes-là. Bien évidemment, il vaut mieux revendre plus cher qu'on a acheté, bien évidemment. Mais gardez à l'esprit finalement que ces 4 axes d'enrichissement, certains d'entre eux sont vraiment calculables. Et donc ils sont prévisibles. Et donc vous les contrôlez. Vous ne pouvez pas contrôler le marché immobilier et la manière dont il va évoluer dans le futur. Par contre, vous pouvez contrôler la manière dont vous prenez la décision d'investir et de gérer et de sortir de ce marché-là. Encore une fois, rappelez-vous bien que votre job, c'est de ne pas suracheter. Votre job, c'est d'avoir la stratégie qui vous permet d'avoir la meilleure exécution de votre stratégie d'investissement pendant la durée de détention. Et n'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire que vous ressortiez à la vente. Vous pouvez très bien garder un bien parce que sa demande locative est très forte et que votre capacité à pouvoir l'occuper et le gérer et d'encaisser vos loyers sans avoir aucune crainte sur le niveau de paiement de vos locataires est très très bonne. Donc en temps de crise, la pire chose à faire finalement, c'est de céder à la panique, de laisser vos émotions vous détourner de votre stratégie d'investissement. Vous avez des projets à 10 ans, avec des enfants qui auront peut-être 18 ans, des études qui vous coûteront très cher. Vous avez envie de constituer un capital pour financer votre résidence principale dans 10 ou dans 15 ou dans 20 ans. Vous voulez investir dans des biens qui vous permettront d'avoir une rémunération complémentaire passive, alors que malheureusement on ne sait pas que la pension de retraite va pouvoir nous apporter. Alors ne différez surtout pas votre plan, investissez aujourd'hui. Vous savez avec cette vidéo que bien quand même vous investirez au mauvais moment, l'investissement peut être quand même tout à fait rentable pour vous. À une prochaine vidéo.